Merci au professeur Rosenchef d'intervenir sur évolution du métier de médecin anesthésiste réanimateur exerçant en hôpital public. Merci Merci Nadia. de m'avoir invité et je sens que je vais avoir du mal avec vous tous à défendre mon topo, mais je vais m'y employer. Malheureusement, j'ai vu une évolution assez pessimiste du rôle de l'anesthésiste en chirurgie, enfin en salle de chirurgie. Je vais vous donner des faits, rien que des faits. Aujourd'hui, le salaire du PH, même au 4e échelon, est le tiers de celui du privé qui arrive d'emblée. En 2003, il y a eu les 35 heures. Pour les médecins anesthésistes, c'était 39 heures, donc ça fait gagner 20 jours de RTT et 48 heures maximum, compte tenu qu'on prenait des gardes, c'était vite atteint. Aujourd'hui, en 2023, 27% des postes de PH d'anesthésie sont vacants. Et on ferme des lits, on ferme des salles d'opération et on recrute des médecins étrangers, PADU, hors d'Europe. Et je vais plus loin, on les garde même quand ils ont échoué leur EVC, examen de validation. Et quand j'ai entendu récemment le ministre dire on va aller les chercher dans les pays étrangers, j'étais furieuse. Comment on peut imaginer une médecine à deux vitesses comme ça? En plus, compte tenu des postes vacants, est apparu les appels à intérim. Et comme vous savez, les appels à intérim réclament des revenus très élevés. Alors, toujours les faits. En privé, aujourd'hui, quand vous êtes anesthésiste réanimateur et que vous êtes en secteur 2, ce qui est la majorité, vous gagnez autour de 200 000 € par an. Quand on prend secteur 1 et secteur 2 et qu'on mélange, ça fait 165 000 € par an. Quand on regarde le revenu des PH, vous voyez que quand vous commencez, vous êtes 55 000. Et quand vous êtes au deuxième échelon, c'est-à-dire au bout de 4 ans, vous atteignez difficilement 58 000. Donc, vous voyez que le rapport est de 1 à 3. Et pourtant, qu'est-ce qu'on sait? Toujours, la mortalité est post-opératoire. On a un décès per-op pour 1000 décès post-op, quelle que soit la chirurgie. Et je prenais l'exemple des fractures du col de Escorte. Vous voyez qu'on a eu 40 décès sur 7000 en per-opératoire, et pourtant, c'était souvent des problèmes de ciment, des prothèses per-op, mais 1607 décès post-op avant la sortie. Encore des faits. Il y a de plus en plus de radiologie interventionnelle, de cardiologie interventionnelle, des pneumologues. Tout ça réclame des actes d'anesthésie. Et certains services, à Grenoble, je discutais, ils sont à plus de 50% des effectifs dans les secteurs de radio interventionnelle, cardio, pneumo, etc. Il y a un départ très important. Dans mon équipe, il y en a eu 2 sur 10 qui partaient faire de l'intérim parce que ce n'était pas possible d'être payé aussi peu. Il y a eu un autre problème. Quand j'ai commencé, dans les cliniques privées, la sécurité n'était pas vraiment l'objectif. Et il y a eu une enquête sur la mortalité pour l'anesthésie qui a mis en place des décrets imposant la sécurité dans le privé comme dans le public. Et tout d'un coup, dans le privé, ils ont attiré beaucoup plus d'anesthésistes qui avaient la même sécurité, nombre d'anesthésistes par salle, salle de réveil, équipement, etc. Et donc, ça a été un appel du privé. Enfin, un autre fait, les horaires de bloc. Quand on dit que les blocs opératoires, c'est ce qui rapporte le plus à l'hôpital, eh bien, on va essayer d'augmenter ces horaires de bloc. Et donc, quand vous aviez choisi une carrière à l'hôpital pour pouvoir aller au staff, faire de l'enseignement, faire de la recherche clinique,
eh bien, ça devenait très difficile de le faire quand on avait des journées de bloc de 10-11 heures. Alors, j'ai été très, très défaitiste, mais ce sont les faits. Et ça, on n'y peut rien et vous n'y pouvez rien non plus. Alors, je vais essayer d'être positif et de voir comment on peut attirer les anesthésistes à l'hôpital. La première chose, c'est une organisation fixe qui permet la lisibilité de son emploi du temps. Vous allez voir comment c'était organisé à Cochin pour faire cette organisation. Prendre des gardes le jour fixe, le jour de son jour off, travailler avec les mêmes chirurgiens, organiser son temps hors bloc de façon programmée et surtout favoriser la polyvalence, l'infectieux, la douleur, l'AREA. Dans mon équipe, j'avais un médecin qui s'était formé sur la douleur, qui est devenu présidente du CLUD de Cochin, puis présidente du CLUD de l'APHP, parce qu'on l'avait vraiment formé sur la douleur. Un autre, c'était l'infection osseuse. Et donc, on l'appelait pour savoir quel antibiotique passer dans l'os avec tel germe. Un autre, c'était pour l'enseignement de l'anesthésie loco-régionale sous écho, etc. Ça, j'appelle ça la polyvalence. Et vous pouvez attirer des médecins si vous leur permettez la polyvalence au lieu d'être des OS du bloc. Voilà comment c'était organisé. Vous voyez, chaque anesthésiste a une couleur différente. Et chaque anesthésiste a des jours fixes de bloc avec un jour off où ça lui permettait de prendre sa garde avant. Il y a évidemment, on participait au staff et vous avez le nombre d'anesthésistes au staff et vous avez aussi des anesthésistes remplaçants en cas de vacances ou de maladie, etc. Mais comme vous voyez, il y avait toujours un anesthésiste en salle d'hospitalisation tous les jours, tous les jours, tous les jours. À partir du moment où vous avez des jours de bloc fixes, qu'est-ce qui se passe? Les chirurgiens, ils savent très bien que s'ils sont en salle 1, eh ben, ils vont opérer avec tel anesthésiste le lundi, le jeudi, ils ont les noms d'anesthésistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont envoyer en consultation leurs malades à l'anesthésiste qui va les endormir, puisque c'est toujours le même le lundi en salle 1, etc. Et donc, quand le médecin voit son malade en consultation, l'endort, il a envie de le suivre pour voir comment ça va se passer après. Mais ce qui est très vite apparu, c'est que comme je mettais toujours un médecin en salle tous les jours avec un bip, eh bien, les infirmières avaient tendance à l'appeler parce que le chirurgien, il était au bloc ou il était indisponible. Donc, très, très vite, je n'ai pas voulu que le médecin anesthésiste remplace le chirurgien. Et avec les deux chefs de service de chirurgie, on a établi le qui fait quoi dans le service. Et comme vous voyez, chute, plate, traction, ça dépend du chirurgie. Prescription somnifère, Doliprane, le chirurgien peut le faire. Le drain de Redon, faut-il l'enlever? Les troubles, tout ça, ça dépend du chirurgien. Nous, on avait la douleur thoracique, la dyspnée, la baisse de la saturation, le problème tensionnel, les troubles du rythme cardiaque, l'insuline, les problèmes de glycémie, la transfusion. Puisqu'on faisait des stratégies transfusionnelles, on ne supportait pas qu'à 9 grammes d'hémoglobine, ils reçoivent du sang parce qu'ils ne pouvaient pas faire ci ou ça. Donc, on avait pris la transfusion, l'anticoagulant, puisqu'on faisait toutes les prescriptions de thromboprophylaxie, l'analgésie post-opératoire. Pourquoi j'insiste? Parce que de temps en temps, il fallait refaire un bloc fémoral ou axillaire à un malade qui ne supportait pas et qui avait trop mal. Et seul l'anesthésiste était capable de prendre l'appareil d'écho et de refaire ce bloc. Évidemment, suspicion de TVP ou d'embolie pulmonaire et, comme on faisait beaucoup de recherches cliniques, traitement et surveillance en rapport avec un protocole de recherche clinique. Je vais vous dire, c'est essentiel de savoir qui fait quoi. On sait tout de suite qui est responsable et qui ne l'est pas. Quelle autre proposition? Donc, comme je vous ai dit, programmation, polyvalence. J'ai vu qu'il y avait des services comme à Montpellier qui augmentaient les heures de bloc, 7h, 20h, et qui mettaient un médecin le matin, un médecin l'après-midi. Et comme ça, le médecin, bien qu'il fasse ses 39 heures, parce qu'il y avait la consultation en plus, avait une demi-journée où il pouvait faire sa recherche clinique, inclure des malades, etc. Ensuite, il y a quelque chose qui est
prévu par l'Académie de médecine et qui est soutenu à fond par la SFAR, la Société française d'anesthésie réa, c'est de créer des secteurs de soins renforcés. Je vous explique. On fait de plus en plus d'ambulatoires dans les prothèses ou autres. On fait de plus en plus de RAC. Mais de temps en temps, il y a des malades qui ne peuvent pas bénéficier de l'ambulatoire ou du RAC. Et ces malades, on s'est aperçu qu'ils étaient, pendant la crise du Covid, on ne pouvait plus du tout les opérer. Parce que tous les soins intensifs, toutes les salles de réveil, toutes les réanimations étaient prises par le Covid. Et donc, si on a des unités de soins renforcés où on n'a pas besoin de respirateurs, on a juste besoin d'une surveillance pendant 48 heures pour ces malades, on va pouvoir les opérer même en cas d'épidémie nouvelle. Enfin, dernière, augmenter les salaires. Vous voyez que la différence entre le privé et le public quand vous finissez vos études n'est pas tenable quand on vous demande de faire que du bloc. Comment augmenter les salaires sans que ça se répercute sur les pneumos, les cardios, où il n'y a aucun problème de recrutement? Eh bien, par augmenter les gardes et les astreintes de façon importante, parce que ce sont les urgentistes, les anesthésistes qui font des gardes. Et ceux-là, on a du mal à les recruter. J'aimerais aussi vous dire que avec mes chirurgiens, je dis mais, comme eux le disent, mes anesthésistes, on a toujours eu un rapport de respect, de communication, et ça s'est toujours très, très bien passé. Et je pense que si vous respectez l'autre, vous lui donnez les moyens de communiquer, de dire ses besoins. Enfin, on fait de la délégation d'activité médicale. Quand on dit à l'infirmière anesthésiste, tu injectes ou tu fais ça, si le malade a mal. Mais on est complètement opposé au transfert de tâches. En plus, le transfert de tâches a montré qu'on augmentait terriblement la morbidité, la mortalité par retard au diagnostic. Alors, il y en a qui ont proposé secteur 2 pour tous les médecins anesthésistes, mais bon, ça n'a pas eu beaucoup de succès et j'ai envie de vous dire, à votre avis. Mais le médecin en salle, on l'a, nous, à Cochin, toujours refusé parce qu'on voulait suivre nos malades, qu'on avait vus en consulte, qu'on endormait et on voulait les voir. Voilà, je vous remercie. Merci Nadia. C'est une situation un petit peu idéale quand même que tu décrivais parce que l'organisation des horaires des anesthésistes fait que il y a des médecins qui font de la CPA, maintenant il y a des médecins qui endorment, ils font des heures. Alors peut-être, à ton époque c'est différent, mais la féminisation de la profession font qu'on a beaucoup de temps partiel et que voilà, il y a vraiment pas. On y reviendra dans la discussion, mais donc c'est la raison pour laquelle. En anesthésie, il n'y a pas de féminisation. Au contraire. Je vais montrer les chiffres. Nous, on a la moitié des équipes qui sont féminines.